Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, un nouveau tandem à la tête de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell est reconduit par Joe Biden et Lael Brainard, économiste au sein du board de la Fed depuis plusieurs années maintenant, est nommée vice-présidente en remplacement à cette fonction de Richard Clarida qui prendra sa retraite en matière de banque centrale à partir du 31 janvier 2022. Donc le tandem a été proposé aujourd'hui par Joe Biden. Reste l'étape du Sénat pour Jérôme Powell qui doit être validé dans son nouveau mandat de président de la Réserve fédérale américaine par le Sénat américain. Mais c'est une incertitude de moins, on va le dire, dans le paysage des marchés qui attendait donc cette reconduction de Jérôme Powell avec une vice-présidente réputée très dovish. Dans ce nouveau tandem, quelle sera la teneur des débats et des discussions en matière de politique monétaire à l'occasion de la prochaine réunion de la Fed les 14 et 15 décembre prochains? C'est une question qu'on se posera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Côté européen, c'est la situation sanitaire qui fait son grand retour depuis quelques jours maintenant, avec le confinement strict qui a commencé aujourd'hui en Autriche. Un peu moins de 10 millions d'habitants, ça n'est pas le cœur du réacteur, mais néanmoins c'est quand même un signal assez négatif sur le plan de la pandémie, avec sans doute quand même des impacts macroéconomiques à attendre sur la fin d'année pour les pays concernés. Espérons que l'Allemagne ne suive pas le mouvement sur le plan macroéconomique, en tout cas parce que Angela Merkel s'alarme de la situation de dérive et de dérapage du nombre d'infections Covid dans le pays. C'est donc un vrai sujet économique et peut-être demain un sujet de politique monétaire également pour la Banque Centrale Européenne qui se réunira le 16 décembre prochain et qui avait pour ambition à l'occasion de cette réunion de signaler la fin pour mars 2022 de son programme d'achat d'urgence pandémique. Si une partie de l'Europe est encore confinée ou sous des restrictions sanitaires fortes à ce moment-là, ce sera une communication ambitieuse et peut-être compliquée du côté de la Banque Centrale Européenne. Tous ces sujets se retrouvent notamment sur le marché des devises avec l'euro-dollar qui est au plus bas aujourd'hui, autour de 1,1270, 1,1250. C'est le nouveau plus bas de cette année pour la parité euro-dollar, avec un dollar qui monte et un euro qui s'affaiblit également. Voilà pour les sujets du jour. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique qui nous permettra de parler de l'immobilier face à l'inflation. Nous en parlerons avec le directeur général de Sofidy, spécialiste, leader européen des SCPI notamment, qui sera avec nous en plateau. Jean-Marc Peter, donc à 17h45 avec nous ce soir. Une séance au final positive, même si elle était marquée par beaucoup d'hésitation aujourd'hui. Le résumé complet avec Alix Nguyen. La décision est prise en début d'après-midi. Joe Biden annonçait dans un communiqué son intention de nommer Jérôme Powell pour un second mandat à la présidence de la Fed et de nommer Lael Brainard au poste de vice-présidente. Ces nominations doivent désormais être entérinées par le Sénat. Le CAC évoluait sans tendance bien définie au cours de la séance. Il semble désormais bien accueillir la nouvelle. Wall Street, de son côté, a amorcé la séance en nette hausse. Les banques américaines progressent et entraînent leurs homologues européennes. BNP Paribas et Crédit Agricole sont en hausse. Plus globalement, la tendance oscille en Europe en réaction à la mise en place d'un confinement en Autriche, mais aussi des prévisions de la Bundesbank. La Banque centrale allemande estime que ce mois-ci, l'inflation devrait accélérer plus rapidement que prévu en Allemagne, à près de 6%, et d'indiquer que l'inflation devrait se maintenir au-dessus des 3% plus longtemps qu'escompté. Si l'évolution de la crise sanitaire reste au cœur des préoccupations, le marché fait aussi montre d'un certain enthousiasme quant au changement de ton des autorités chinoises. La Chine qui n'exclut pas d'adopter des mesures de soutien à l'économie à l'heure où la Fed envisage de réduire le montant de ses achats d'actifs. Jeudi, à l'occasion de Thanksgiving, les marchés américains seront fermés avant une séance écourtée par le Black Friday. Mercredi, le marché surveillera la statistique des revenus et dépenses des ménages et tout particulièrement la composante des dépenses de consommation
consommation personnelle. Côté valeur, Vivendi progresse. Le fonds KKR a soumis une offre de près de 11 milliards d'euros afin de racheter Telecom Italia et de le retirer de la cote. Principal actionnaire de l'opérateur italien, Vivendi pourrait s'opposer à cette offre dont il juge qu'elle sous-valorise Telecom Italia. Orange est en nette hausse. À Milan, Telecom Italia bondit de plus de 27%. Les grandes cycliques progressent en anticipation de mesures de soutien de la Banque centrale chinoise. ArcelorMittal est en nette hausse et puis ambiance favorable aussi pour le secteur automobile. Demain en Europe comme aux États-Unis, la séance sera consacrée aux indices PMI. Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous ce soir, responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Florian Yelpo d'être avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Florian. Merci d'être là. Vous êtes responsable macro et gestion multi-assets chez Lombard Odier et Alexandre Baradez qui est avec nous également pour discuter des enjeux de marché ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. L'actualité immédiate, c'est ce nouveau tandem, je le disais, à la tête de la Réserve fédérale américaine. Alors deux personnalités bien connues puisque Jérôme Powell est déjà président de la Fed depuis un mandat, reconduit, en tout cas proposé pour un nouveau mandat par Joe Biden. Le Sénat devra valider cette nomination de Jérôme Powell. Et puis Lael Brainard, qui là aussi est une membre historique, on va le dire comme ça, du board de la Réserve fédérale américaine, économiste, qui est nommée, elle, vice-présidente en remplacement à cette fonction de Richard Clarida, qui quittera son poste de vice-président de la Fed le 31 janvier prochain. Quel est le signal, le message envoyé aux participants de marché à travers ces nominations, Alexandre, et qu'est-ce que ça nous dit des prochaines discussions qui auront lieu donc les 14 et 15 décembre lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed? Le message de la composition, il reste accommodant. Alors je ne dis pas qu'il tranche, mais il vient prolonger l'état d'esprit du marché, qui est que, on regarde une équipe toujours souple, mais quelques jours auparavant, la semaine qui a précédé, on a quand même une multiplication de déclarations, dont celle du vice-président de la Fed, qui bientôt fini son mandat, mais qui a quand même été une vraie colombe durant tout son mandat, et qui, à la fin de son mandat, explique que sur la question du tapering, il faudra discuter probablement en décembre d'une accélération. Donc, accélération, c'est pas forcément un gros mot, mais dans le même laps de temps, vous avez Williams également de la Fed, qui expliquait que l'inflation était plus large qu'anticipé, qu'elle touchait plus d'éléments, même en retirant les effets de base, il y avait quand même une inflation sous-jacente qui progressait. Et un troisième membre, Christopher Waller, qui lui aussi a expliqué ces éléments-là. Donc on a quand même eu la semaine dernière une petite musique un peu plus incisive, je dirais pas agressive, mais incisive, qui dit des choses. Et finalement, le fait d'avoir un tandem accommodant peut laisser penser au marché que la réunion de décembre sera peut-être un long fleuve tranquille, et ça ne le sera probablement pas. Et peut-être même que les minutes de la Fed, dès mercredi soir, donneront peut-être un peu ce sentiment-là, en fait. Voilà, il y a deux sentiments qui se mélangent. Je grossis un peu le trait, je pousse peut-être un peu le bouchon, mais j'imagine que Jérôme Powell, qui a quand même sans doute milité pour sa reconduction d'une certaine manière, va pouvoir à nouveau se focaliser à 100% sur les sujets de politique monétaire, et peut-être même que son discours de colombe au sein du FOMC va lui aussi s'ajuster à la réalité de l'inflation aujourd'hui. Ce ne serait pas impossible, parce qu'il faut se souvenir, c'est vrai on a beaucoup parlé de Jérôme Powell colombe, mais on l'a connu au début de son mandat, c'était pas une colombe, Jérôme Powell. Même il faisait un peu peur d'ailleurs au départ. On le trouvait plus franc que Janet Yellen, plus incisif dans sa façon de parler. Et il a cette façon d'ailleurs de présenter les choses beaucoup plus réaliste, a été mise à l'épreuve quand il y a eu cette crise sur le marché interbancaire américain, quand les taux interbancaires sont partis, et c'est là qu'il a dû ouvrir les vannes en lâchant 400 milliards à peu près, augmentation de bilan dans les mois qui ont suivi. Mais il avait commencé à normaliser cette politique et il s'était fait connaître pour, au contraire, passer en mode autopilote, pour reprendre ces termes, et le mode autopilote avait été ajusté assez rapidement. Donc il est capable, comme ça, en peu de temps, d'ajuster le tir si nécessaire. Et donc la question désormais, c'est est-ce que la situation américaine nécessite d'ajuster un peu le tir ?
moi je répondrais oui, avec le niveau Très bien. d'inflation actuellement, même si, on en parlera tout à l'heure, on sent quand même que beaucoup d'items sont en train de refluer, et effectivement on est probablement déjà en train de marquer le pic inflation sur la partie américaine. Est-ce qu'il faut ajuster le rythme du tapering? On va voir si on trouve un consensus autour de cette table. Mais déjà, Florian et puis Mabrouk, sur le tandem Powell-Brainard, qu'est-ce que ça envoie comme message? Parce que c'est vrai que derrière les politiques monétaires, derrière les banques centrales, le corpus intellectuel des dirigeants de ces banques centrales est quand même toujours important. Oui. Florian. Nous, il y a un élément qu'on regarde beaucoup qui est la volatilité du marché obligataire. Déjà, il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent ce qui est en train de se passer sur l'inflation. Si en plus on a une incertitude sur qui conduit la voiture dans la politique monétaire, on est face à une double incertitude, je dirais, qui est quand même assez néfaste pour tous les gens qui font de l'obligataire ou du multi-asset plus globalement. Ça, c'est un message qui est fort pour nous, c'est on enlève une incertitude. Je suis assez d'accord avec l'analyse d'Alexandre en termes de... c'est quelqu'un qui est réaliste dans sa gestion de la situation. Au-delà de la crise interbancaire, moi je repense aussi à la remontée des taux violente qui avait suivi l'annonce des plans fiscaux de Donald Trump. Il avait su caper la progression des yields sur le marché obligataire. Ça, c'est un fait d'armes qui est significatif. J'aime ce côté réaliste. Ensuite, on peut imaginer qu'effectivement, avec un cabinet un petit peu différent, on pourrait avoir un petit virage côté de Vich. Beaucoup de hausses sont déjà pressées. On ne parle même plus de tapering. On parle de 2 hausses l'an prochain et un total de 7 hausses en tout sur le cycle. C'est prodigieux. Ça me semble en tout cas irréaliste à ce stade. Une grande part de l'inflation reste des éléments liés à la disruption, on va dire, qui vient de la demande, de la force de la demande, mais qui sont par essence temporaires. On a néanmoins comme scénario le fait que l'inflation, une inflation plus macro en tout cas, devrait progresser et venir, et c'est également le souhait de la Fed. Donc ils sont un peu entre le marteau et l'enclume de ce côté-là. Ouais, je comprends. Je reprends la question. Est-ce que c'est... alors, en termes de risk management, est-ce que c'est quand même déjà une bonne idée de discuter du rythme du tapering à l'occasion de la prochaine réunion de décembre, voire peut-être, alors sans aller jusqu'à mettre 3 hausses de taux dans enfin, confirmer 3 hausses de taux qu'il y a dans le marché quand on s'appelle Jérôme Powell, mais... Est-ce qu'une prochaine décision pourrait être quand même d'accélérer peut-être le rythme de cette normalisation qui est toujours jugée assez dovish, assez souple et accommodante à ce stade? Alors, c'est assez dovish. Je te laisse la parole. C'est assez dovish, mais en même temps, les taux réels baissent. Donc le message du marché consiste à dire oui, cette hausse de taux, c'est peut-être beaucoup et on risque d'être replongé dans une récession incessamment sous peu. Un élément, je m'arrêterai là, qui est intéressant, c'est qu'on a eu un changement de cap de politique monétaire en dehors des meetings quarterly, en dehors des meetings trimestriels, c'est-à-dire en dehors de la grande révision des forecasts. Et ça, c'est assez rare. Donc ça signale quand même une certaine urgence. Les banquiers centraux, et notamment la Fed et partiellement la BEE, ont une pression sur les épaules qui aujourd'hui est très forte. Bon, et donc, non mais juste pour bien comprendre le point, vous dites, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'accélérer le tapering alors? Je pense que la communication va être de plus en plus au quiche, mais pas aussi au quiche que ce à quoi le marché s'attend, je dirais. D'accord. Le marché est toujours plus au quiche que ce que vous attendez en termes de communication de la Réserve fédérale américaine. Mabrouk, sur ces considérations, je veux bien qu'on dise un mot à nouveau de Jérôme Powell, Lael Brainard qu'on connaît peut-être moins, qui est quand même réputé parmi les plus colombes peut-être de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que c'est un bon tandem pour les 4 prochaines années là? Et puis sur la communication, la discussion en matière de politique monétaire, est-ce qu'il faut penser, réfléchir à accélérer peut-être la normalisation? Il y a un premier point, elle est démocrate. Donc ça aussi, ça rajoute, entre guillemets, c'est un facteur de soutien supplémentaire à la conduite de la politique fiscale, puisqu'on n'en parle pas assez, finalement la politique budgétaire qui reste, à mon sens, vraiment le nerf de la guerre de tout ce qui se passe aujourd'hui, les discussions qu'on a autour de la croissance, autour de l'inflation, etc., c'est pas la résultante seulement d'une politique monétaire ultra accommodante, c'est également la résultante d'une politique budgétaire démesurément accommodante. On peut le dire aujourd'hui, on a eu un tombereau de liquidités qui s'est déversé au niveau mondial et qui explique, qui est pour moi le principal facteur explicatif de ce qui se passe. Alors donc on a effectivement... Attendez, c'est hyper intéressant parce qu'on voit les plans Biden qui passent avec un peu de difficulté, mais dans des ampleurs bien moindres que ce qu'on imaginait il y a encore quelques mois. C'est pas la même destination. Encore une fois, le plan Biden, à mon sens, c'est un plan de... renforcement de la croissance potentielle. Ça, c'est ce qui est censé amener une inflation, on va dire, saine. Donc vous évoquiez plutôt les mesures d'urgence pandémique, enfin les chèques envoyés aux ménages, etc. On a maintenu tout le revenu des ménages, et voire même plus en fait. Donc on s'aperçoit qu'à un moment donné, la croissance du revenu disponible des ménages aux États-Unis a été
de l'ordre de 30%. Donc effectivement, à un moment donné, ces 30%-là, soit ils sont épargnés, soit ils sont consommés. Donc on a bien vu ce qui s'était passé. Donc la politique budgétaire, un facteur déterminant pour la politique démocrate, d'une part, et donc avoir effectivement dans le board au sein de la BCE, au sein de la Fed, pardon, un membre nommé à la tête effectivement de cette institution. Ça fait effectivement, ça va aider le gouvernement démocrate à conduire sa politique budgétaire. Alors après, sur le tandem, effectivement, Florian le rappelait, Jérôme Powell s'est illustré effectivement à plusieurs reprises, dans le bon sens comme dans le mauvais. Dans le mauvais sens également, en 2018, on se souvient, à un moment donné, une petite phrase malheureuse, effectivement, a déclenché, à un moment donné, une augmentation un peu effrénée des taux d'intérêt, qui a conduit le marché d'actions à faire entre moins 15 et moins 20 en 15 jours. Voilà. Bon. Alors ça, effectivement, c'est aussi un fait d'armes. On peut soit lui reprocher, soit lui prêter tout simplement cette réussite ou pas. Et donc, du coup, in fine, on voit bien qu'il est capable de changer rapidement de fusil d'épaule quand on voit effectivement que les choses dérapent. La volatilité effectivement des taux, c'est très important de le signaler parce que généralement tous les problèmes viennent du monde obligataire généralement, et on voit que la structure par thème de la vol implicite des taux d'intérêt aujourd'hui, de la vol implicite sur les taux, est en train de s'aplatir. C'est généralement un mauvais signe. Donc ça n'augure rien de bon en quelque sorte, notamment sur l'ensemble des actifs risqués. Et donc avoir quelqu'un finalement de plutôt dovish, et là je rejoins effectivement le point de Florian, on a finalement des marchés qui anticipent beaucoup, peut-être un peu trop même, et une Fed qui est déjà derrière finalement les anticipations de marché, avec une possible effectivement Brennard qui va calmer un peu tout ceci, ça va permettre un peu de rééquilibrer les choses. Et à mon sens, aujourd'hui, le point le plus crucial, c'est pas l'inflation, c'est surtout les anticipations de croissance, où on voit franchement aujourd'hui, quand on voit le niveau des taux longs, la difficulté, elle est là. Où est-ce qu'on va en termes de croissance ? Dans un contexte où, il faut le rappeler, on va en discuter sans doute après, le Covid est en train de refaire surface. Il n'a jamais vraiment disparu, mais là, il est en train véritablement de gagner effectivement toute l'Europe. C'est une question de temps avant qu'il se diffuse de manière, on peut dire, beaucoup plus importante à l'échelle du globe. Et donc, in fine, va-t-on vers de nouveau en fait une approche un peu à la stop and go sur la croissance, ce qui de nouveau va poser des problèmes en matière d'activité, d'inflation, etc. Le problème de la gestion de la politique monétaire et de la politique budgétaire reste totalement entier. Et c'est pas le moment, entre guillemets, peut-être d'avoir des conditions monétaires qui vont se durcir. Donc vous dites que ce serait un gros risque si la Fed signalait une accélération du processus de normalisation à travers un tapering boosté accéléré qui donnerait lieu peut-être à des hausses de taux beaucoup plus rapides que prévu. Alors, en même temps, est-ce qu'on peut dire que l'an prochain, avec 4% de croissance aux États-Unis ou 3,5% ou même 3%, plutôt à 1, à 1,3, c'est quelque chose de compatible? Non, mais c'est un équilibre extrêmement délicat, et honnêtement, je ne voudrais pas... C'est une question de dosage. Exactement. Donc, et la communication, là encore, va être déterminante. C'est vrai que c'est le dosage qui est important, parce qu'on voit, il y a vraiment deux gros points de vue qui s'affrontent aujourd'hui. Il y a celui de Jérôme Powell, qui vise à rassembler une espèce de consensus, et puis il y a ceux qui ne sont plus membres de la Fed, mais qui sont d'anciens membres, donc ils ne sont pas des idiots, qui parlent dans les médias, mais qui ne peuvent pas taper sur la Fed à laquelle ils ont participé pendant des années. C'est le cas de Dudley et de Lacker, par exemple. Ils ont fait parler d'eux la semaine dernière à nouveau, pas à nouveau d'ailleurs, ils ont fait parler d'eux en même temps qu'on ait toutes ces déclarations de ceux en activité et des anciens. Et eux disent quoi ? Ils disent on va aller sur une trajectoire de taux, on va se rapprocher des 3%, il faudra aller jusqu'à 3%, donc on rappelle entre 0 et 0,25 actuellement. Donc eux parlent d'un 3% pour pouvoir matcher la trajectoire de l'inflation actuellement et pour pouvoir la contrôler. Donc effectivement, il y a probablement un juste milieu entre quelqu'un qui reste encore très accommodant jusqu'à présent, qui est Powell, et puis ceux qui ont une vision un peu extérieure, mais d'anciens membres de la Fed quand même, et qui voient quelque chose quand même de beaucoup plus agressif que ça. Et il y a aussi toujours, moi je trouve ça assez surprenant, le décalage entre les communications de la Fed, les minutes ou autres, et puis le fameux rapport sur la stabilité financière de la Fed. Alors, certes, c'est toujours un document qui met en lumière les risques. Ils sont payés pour ça. Ceux qui écrivent le rapport sur la stabilité financière, c'est quand même leur job de regarder les risques de marché. Il y a de manière de présenter et de manière de présenter. Ouais. C'est-à-dire, quand ils disent qu'effectivement, on peut avoir des marchés qui peuvent être surpris, ou bouger assez vite, décaler assez vite et repricer assez vite les choses en cas de surprise, c'est vrai qu'on se dit, ok, on sait que c'est un risque, mais est-ce qu'il n'est pas réel ce risque de repricer les choses rapidement ? C'est un peu ce qu'a fait le marché en 2018 d'ailleurs, avec Powell. Il y avait en plus le contexte Trump-Chine à l'époque qui avait accéléré un petit peu tout ça. Mais là, on est à peu près, on est dans un contexte qui peut ramener ça. Le Covid qui fait, je ne dis pas que le Covid va être la même vague que les précédentes, mais vous avez des taux qui sont hauts, vous avez la crise Covid, une résurgence de la crise Covid, plus des items de prix commencent à baisser, donc c'est-à-dire des taux bruts qui peuvent repartir à la baisse.
Et on voit mal la Fed nous parler de tapering, faire marcher sur le tapering. Donc le tapering est enclenché, il va peut-être même accélérer un petit peu. Donc des taux qui pourraient remonter un petit peu. Donc, on en parlait un petit peu avant l'émission, peut-être des taux réels qui vont se redresser un petit peu. Et c'est vrai que c'est une classe d'actifs qui est assez sensible au taux réel, c'est qu'à la partie valeur de croissance et qui est la plus valorisée et la plus verticale en ce moment. Donc il me semble que c'est quand même là-dessus, en 2022, que les regards devraient se tourner un petit peu. Florian. Je pense que la problématique taux réel, elle nous agite beaucoup et elle est vraiment essentielle. Je pense qu'à long terme, il y a deux drivers qui sont importants. Enfin, en tout cas, il y a deux drivers que nous, on regarde. Le premier, c'est la politique monétaire. Donc, ce contrôle de la partie longue de la courbe, il est essentiel. On est en train de le retirer. Donc, on va lui rendre sa liberté quelque part. Enfin, tout se passe bien. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les savings aux États-Unis, c'est-à-dire le saving avec un S. C'est la quantité d'épargne accumulée, non seulement par les ménages, mais aussi les entreprises. Et aujourd'hui, on a encore des sommes qui sont folles, qui sont sur les comptes en banque. On a aujourd'hui 75% du PIB stocké sur des déposits. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. On a vu 80% au sommet de la crise. On est revenu à 75%, mais on est rentré dans la crise à 60%. Ouais. Il reste beaucoup d'épargne. Cet excès d'épargne, normalement, dans les vieux livres bien sûr. classiques, on dit que ça doit pousser les taux réels à la baisse. Ouais. Et aujourd'hui, on a fait un deuxième bottom à moins 1,2 aux États-Unis sur le 10 ans. Ce que tu signalais. Ça, c'est un élément qui est très important. Nous, on continue de faire partie des gens qui pensent que ces taux réels doivent remonter. On devrait voir au moins -0,5. Ce ne serait pas un stretch, ce serait vraiment une prise de réalisme de la courbe des taux. Ça c'est un élément. Et ce serait cohérent avec les fondamentaux de l'économie américaine tels qu'on les perçoit aujourd'hui et tels qu'on les anticipe sur des horizons de prévision fiables demain. 4%. D'autant plus cohérent, encore une fois, que si on pense que la croissance nominale se situe autour, en supposant un reflux de l'inflation, entre 6% l'an prochain, on ne peut pas avoir des taux nominaux qui sont au niveau à ce que l'on voit aujourd'hui. Et les taux réels, pareil, il y a une croissance du PIB à 3,5%. On ne peut pas avoir des taux réels à moins 0,5 ou moins 1, c'est pas possible en fait. Donc de manière structurelle, ça ne peut pas tenir en fait, sans engendrer de nouveau des déséquilibres. Le propre d'une banque centrale, c'est de lisser en fait le cycle, c'est pas de générer davantage de déséquilibres et avoir une politique monétaire qui soit procyclique à accentuer finalement ces déséquilibres. Donc c'est pas du tout le cas en fait. Et là, par contre, tout à l'heure, effectivement, on parlait du pic d'inflation. Alors le pic d'inflation, il est entre guillemets, tout juste devant nous. Donc globalement, il arrivera pour le release la publication du point d'inflation du mois de décembre. Donc des effets de base qui seront encore extrêmement puissants sur l'énergie. On va dire que le timing est très mauvais. C'est-à-dire qu'en gros, les banques centrales doivent dire on va resserrer la politique monétaire parce qu'on n'a pas le choix, en quelque sorte. Dans un contexte inflationniste on va voir sans doute le CPI américain, le point d'inflation qui va atteindre les 7%, peut-être même le dépasser. Et donc, du coup, mais tout en disant, attention, cette inflation, si ça continue, en termes de revenus disponibles réels pour les ménages, ça risque d'être un frein. On a quand même pas loin de 70% de la croissance américaine qui est expliquée par la consommation. Si vous avez le revenu réel disponible des ménages qui baisse, à un moment donné, ça va commencer à coincer. Et donc, globalement, et c'est encore une fois... Donc l'idée que l'inflation va casser la demande, casser la croissance. C'est ça. Donc l'inflation aujourd'hui est causée par la demande. L'offre également étant très tendue, mais c'est la demande effectivement qui est à mon sens nourricière de cette inflation. Et si jamais effectivement cette inflation venait de manière endogène à briser la demande, on n'aurait plus d'inflation, plus de demande, plus de croissance. Et là, auquel cas, comment vous faites pour remonter les taux ? C'est très compliqué. Bon, mais en tout cas, sur la partie américaine, vous considérez tous les trois que le risque et le sujet à traiter pour la Banque centrale, c'est plus du côté de l'inflation que de la déflation aujourd'hui. Déflation ? On en a parlé pendant 10 ans quand même, ou désinflation, je ne sais pas comment vous le dites, mais... Oui. Non, mais non, parce qu'on va parler de la BCE dans un instant, et je suis pas sûr que le débat soit aussi tranché que ça. Non, parce que déflation... D'accord, mais c'est bien, s'occuper de l'inflation maintenant qui doit être l'enjeu de la politique monétaire américaine. À mon sens, plus particulièrement, c'est s'occuper en fait de la croissance de nouveau, faire en sorte que. D'accord. Et donc pour pérenniser la croissance, il faut quand même traiter en partie l'excès de demande et l'inflation qui va avec. Le choc inflationniste est un choc de demande. Par construction, dans les vieux bouquins de macro, on apprend qu'un choc de demande ne peut pas en fait durer de manière, n'existe plus à long terme. Il s'efface en quelque sorte. C'est pas un choc d'offre. Un choc d'offre, lui, en revanche, il a une vocation à durer. Et donc, in fine, si le choc de demande s'épuise de lui-même et épuise l'inflation par ailleurs, il n'y a plus de sujet. Et donc la Fed doit faire en sorte de maintenir des conditions monétaires aussi, on va dire, pas ultra accommodantes, mais suffisamment accommodantes pour soutenir la croissance potentielle américaine. Je comprends. Vous dites le problème de l'inflation va se régler de lui-même. En principe, oui. Non, mais
C'est pour être sûr. Non, C'est bien en principe. des sujets et des débats compliqués avec des positions très nuancées chez les uns et chez les autres. Donc j'essaye de percevoir le signal du message. La question qu'on ne D'accord. traite pas, c'est celle du marché du travail. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Ah bah c'est pourtant, alors là pour le coup, Powell et Brennard, c'est quand même les plus vocaux sur l'idée qu'il faut un marché du travail très inclusif. Ils ont quand même des indicateurs sur les minorités, la participation des minorités au marché du travail. Ils mettent l'accent à fond là-dessus, tous les deux. Hein. Mais c'est déterminant. C'est absolument déterminant. Le taux d'activité, le taux de participation aux États-Unis, on le voit bien, la grande difficulté, c'est qu'à chaque crise, finalement, on perd, les Américains perdent effectivement le taux d'activité. Alexandre ? Ouais, le challenge pour l'administration Biden, on voit que Biden l'a lui-même dit, c'est une de ses plus grosses priorités, c'est quand même l'inflation, parce qu'on a eu deux chiffres très opposés. La confiance des consommateurs américains, plus bas de 10 ans, donc warning, et sur les thématiques d'inflation. En plus, quand on creuse pourquoi vous avez moins confiance, c'est parce qu'il y a de l'inflation. Mais en face, ça ne pénalise pas la consommation. C'est-à-dire qu'on avait les ventes de détail qui sont restées très costauds, et donc il faut arriver à garder ça, en fait, ou plutôt à faire redresser la confiance tout en maintenant le niveau de consommation qui est là. Donc ça, effectivement, c'est quand même le chantier, semble-t-il, à court terme, politique et monétaire, c'est quand même vraiment la question inflationniste, pour éviter qu'effectivement cette défiance sur la consommation, enfin sur l'inflation, se transforme en réalité bien concrète, surtout à l'approche de la fin d'année. Bon, rendez-vous pour la fête 14 et 15 décembre prochain. Le 16 décembre, ce sera la Banque Centrale Européenne. Florian, est-ce que le 16 décembre prochain, la BCE pourra nous affirmer que la pandémie est terminée, qu'on va pouvoir mettre fin tranquillement ? Non, mais parce que, blague à part, on en sourit, mais Christine Lagarde s'est quasi engagée fermement le 28 octobre dernier en indiquant que, selon elle, le programme d'urgence d'achat d'actifs, le PEP, s'arrêterait bel et bien en mars 2022. Elle a frontrunné, enfin, elle a anticipé beaucoup de choses à travers cette déclaration, sans savoir que 15 jours ou 3 semaines après, l'Autriche allait reconfiner toute sa population. Est-ce qu'on est sorti de l'urgence pandémique du point de vue de la politique monétaire ? Je pense que du coup, la question du banquier central réaliste reste vraiment au centre, des sujets. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est trop tôt pour se lancer là-dedans, qu'il devrait y avoir un programme intérim qui serait proposé pour amortir le choc. Oui, effectivement, il devrait y avoir tapering du côté européen. Ils vont voir des chiffres d'inflation et ils vont réagir comme l'Europe réagit en général face à ça. Ça, c'est un élément qui est très important. Il y a aussi la fonction de réaction de la BCE et la fonction de réaction de la Fed ne sont pas la même. L'ancrage autour de l'emploi est, je dirais, quasi inexistant en Europe. C'est vraiment un ancrage systémique. Est-ce que les taux sont pas trop pour que les États se financent, et un ancrage inflation, est-ce qu'on n'a pas trop d'inflation, et nos amis allemands là-dessus veillent plutôt au grain, aussi longtemps que le côté systémique n'est pas condamné. Ce qu'on pense, c'est qu'il doit y avoir un programme intérim qui va amortir l'arrivée. Ce qu'on trouve qui est plutôt intéressant là-dedans, ce sera de regarder ce qui va se passer en termes de govies versus crédit. C'est-à-dire qu'il y a du crédit à l'intérieur du balance sheet de la Banque Centrale Européenne, et que comment va se faire le tapering ? Pour nous, la question est plutôt, ils vont le faire. Quelle sera la répartition des achats entre les obligations souveraines d'État et la dette d'entreprise, le crédit d'entreprise ? Et nous, on pense que ce sera quasiment pas de crédit, ce sera surtout des obligations d'État. Donc on va réduire les achats souverains, mais on ne touchera pas aux achats sur le marché du crédit ou de financement des entreprises. En tout cas, beaucoup moins, parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir de l'investissement, et pour maintenir cet investissement, on a besoin de compresser les spreads de crédit. Ça, je pense que c'est un élément dont on a tous conscience autour de cette table. Donc voilà un peu comment on voit les choses. Il faut garder en tête aussi que la BCE, pour nous, c'est la banque centrale qui a le moins de pression du marché. La BCE, elle n'est pas du tout dans la position de la Fed, la BOE, la Royal Bank of Australia ou la BOC, la Banque du Canada. Ils sont assez loin parce qu'ils n'ont pas encore vu les gros effets de base de l'inflation, ce que disait, excusez-moi, Brooke, et que ça va compter dans leur fonction de réaction. Sur l'aspect sanitaire, Mabrouk, je vous laisse réagir sur la réunion de la BCE, mais l'aspect sanitaire est important puisque le programme a été designé comme un programme d'urgence pandémique. Encore une fois, le marché s'était entendu depuis l'arrivée des vaccins sur l'idée que la pandémie, si elle continuait de perdurer dans nos vies quotidiennes, ne générait plus en tout cas des politiques sanitaires restrictives au point d'avoir des impacts macroéconomiques importants. Est-ce qu'on est toujours dans cette idée-là, ou est-ce que devoir aujourd'hui, l'Autriche, moins de 10 millions de personnes, reconfiner l'ensemble de sa population pour au moins une vingtaine de jours, est-ce que c'est un signal gênant et qui va se traduire déjà de manière économique là, sur la fin d'année en Europe ? Alors, c'est un signal gênant. Clairement, on ne peut pas non plus le négliger, c'est pas possible. En revanche, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la couverture vaccinale en Autriche n'est absolument pas la même que celle observée en France, ou même en Italie, ou en Espagne, ou au Portugal. Alors, le Portugal est effectivement en train de prendre aussi des mesures un peu de durcissement.
sans doute de manière préventive. Rien à voir effectivement avec l'Autriche, mais c'est la preuve également que la solution vaccinale, entre guillemets, ça a eu du bon. Donc ça permet de protéger à la fois les individus et les économies. Donc c'est ça aussi qu'il convient de rappeler. Et globalement, le pari de la BCE, en quelque sorte, c'est d'avoir dans son scénario aussi des pays qui vaccinent de manière quasi industrielle. On se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. Les endroits où le virus, effectivement, se propage très vite en Allemagne, c'est les endroits où, justement, la couverture vaccinale est assez faible. Donc, on a aujourd'hui des preuves que, finalement, la stratégie qui a été déployée est plutôt la bonne. Maintenant, il y a aussi la question de la troisième dose, etc. qui va Laquelle ? venir. La stratégie franco-italienne, par exemple En le France, modèle franco-italien en France, avec passe sanitaire, c'est quelque chose qui ça résiste remonte. mieux, là ? Ça résiste mieux, ça remonte en France, on ne peut pas le négliger, effectivement, on est sur une exponentielle. On va effectivement sur une trajectoire qui ressemble peu ou prou à celle qu'on a observée au mois d'août, mais au mois d'août, on n'a pas confiné. D'accord ? Donc du coup, il y a aussi l'idée que, certes, c'est gênant, certes, ça va affecter finalement les flux commerciaux, etc. Ça va ralentir d'autant la croissance, notamment, effectivement, on voit l'Allemagne qui avait déjà on va dire, démoli sa projection de croissance à cause de ce qui se passe en matière de prix de production, de flux, de flux commerciaux, etc. Ça ne va pas s'arranger, bien évidemment. Mais globalement, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est sans solution en matière sanitaire. Il y a des solutions, il faut les mettre en place, de les déployer de manière beaucoup plus rapide pour essayer de sortir de ce guêpier. Donc on a quoi ? L'idée d'une vision d'une Europe sanitaire un peu à deux vitesses, c'est ça Clairement, l'Europe aujourd'hui, quand on regarde les cartes, elle est scindée en deux pour le moment. Donc, alors c'est une question de temps, ça va bien évidemment arriver en France, ça va arriver en Italie, etc. Mais on peut, alors je suis pas médecin ni épidémiologue. Non, mais justement, ma question c'est plus la BCE, je raisonne fragmentation, c'est-à-dire que fragmentation sanitaire, est-ce que ça peut être un problème pour prendre des décisions en décembre ? Bien sûr que c'est un problème, puisque globalement la BCE gère une zone monétaire unifiée, et clairement elle refusera effectivement de générer de la fragmentation, c'est-à-dire de durcir les conditions monétaires, alors même qu'au même moment on a des pays qui auraient besoin justement de soutien. Ça va compliquer la donne. C'est pas la première fois que la BCE se retrouve à faire le grand écart, évidemment. J'ai envie de dire qu'elle est coutumière, pas Christine Lagarde, mais bon. Oui, c'est même intrinsèque au fonctionnement de la zone euro. Non, mais on va pas faire toute l'histoire. Mais voilà. Oui, mais c'est compliqué, bien sûr. Ça va être une réunion compliquée. À un moment donné, il y a eu aussi un discours, quelque chose de très clair, c'est que la BCE est attendue en décembre sur cette histoire de transition. Elle nous a donné rendez-vous. Absolument. Donc elle a clairement axé tout son discours sur l'inflation. Elle nous a fait un cours sur l'inflation qui était assez clair. Et maintenant, c'est le PEPP, PSPP. Comment on fait ? Alexandre, sur les enjeux pour la BCE, et puis venons-en aux enjeux de marché aussi, parce que beaucoup de ce qu'on a dit se retrouve dans la parité euro-dollar, par exemple. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est comment le marché traduit tout ça. Mais c'est vrai que le timing n'est pas génial, parce qu'on voit mal les banques centrales, là, la BCE ou la Fed, sur la question des achats d'actifs, faire marche arrière en décembre, donc ils vont devoir enclencher le mouvement et le mettre à l'oral. La crise, les confinements qui apparaissent, ça vient mettre un petit peu de pression sur là-dessus. Et n'oublions pas la thématique aussi, les hausses de coûts. Pour les entreprises, comment ça va se traduire ? Il y a quand même un gros point d'interrogation. Il y a un peu de pricing pour Euroquet, mais c'est ça qu'on va essayer de mesurer sur les résultats Q4. Dans quelle mesure les entreprises ont pu répercuter ça sur les prix ? Donc il y a trois thèmes en fait. Un thème sanitaire, un thème un peu tapering, et puis thème coût des intrants et quid des résultats Q4. Donc ça pour les marchés, c'est vrai que, c'est avec vous, on disait ça il n'y a pas longtemps, si les marchés veulent faire une nouvelle pause maintenant, en fait ce serait le moment. S'ils ne la font pas maintenant, c'est génial. Là, c'est non-stop. À midi, on disait c'est la pause impossible. C'est-à-dire que si les marchés étaient raisonnables, il faudrait qu'ils marquent une pause maintenant. Les marchés sont-ils raisonnables ? Les conditions sont réunies pour qu'ils la fassent maintenant. C'est les taux qui remontent un petit peu haut, enfin les taux qui remontent pas, justement, mais des thématiques qui font que les valorisations peuvent être remises un petit peu en question, c'est bien maintenant. Si effectivement il s'avère que le Q4 est résilient pour les entreprises, que la communication des banques centrales passe comme mettre à la poste, que les taux longs remontent un petit peu sans créer trop de choc, et que la crise Covid, parce qu'il y a des boosters à droite à gauche, se tasse avant même la fin de l'hiver, que craindre pour l'année prochaine, parce que les prévisions de croissance de l'OCDE ou autres, même de l'Allemagne, ses propres prévisions par ses propres instituts, c'est du plus de 4% pour l'année prochaine. On ne peut pas être négatif marché avec telle prévision de croissance. Donc, si le marché veut faire un peu ce qu'il a fait, par exemple le DAX, pendant 6 mois avant de casser la hausse, s'il veut réintégrer un peu ce range, c'est maintenant. S'il ne le réintègre pas, on part à l'après pour quelque chose de plutôt résilient pendant au moins 2 ans encore devant nous. Donc, moi, je reste quand même très optimiste. J'ai toujours un message un peu prudent, mais l'Europe, et ça on le véhiculait déjà comme message il y a 2-3 trimestres, il fallait faire ce pari et ça a payé.
même si on retraçait de 10%, ce sera une super fenêtre d'entrée pour ceux qui auront raté le coche. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, plutôt que de se dire il y a un top qui est en train de se former. C'est est-ce que le marché peut encore, ou certains peuvent nous offrir un petit trou d'air encore de 5 à 10%, et là, il faudra le Mais prendre. si je dis pas de bêtises, Alexandre, je veux pas du tout dénaturer vos propos, mais vous avez toujours été optimiste effectivement sur l'Europe, vous appeliez les 7000 sur le CAC, sauf que j'ai l'impression que le marché vous a débordé encore un peu plus en matière d'optimisme. Et C'est venu beaucoup plus vite que ce que vous anticipiez. Mais à la fois, encore une fois, j'ai moins de crainte à le dire sur l'Europe parce qu'encore une fois, les multiples, on sait que c'est historique, sont moins élevés qu'aux US, mais moi, j'ai l'impression qu'aux US, il y a des choses qui sont un peu trop tendues, qu'elles vont devoir, à mon avis, s'ajuster. Et malheureusement, historiquement, quand les US s'ajustent un peu, voire beaucoup, l'Europe s'ajuste aussi. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Je crains moins de l'Europe, en fait, par rapport à la couverture vaccinale ou autre, qu'un mouvement peut-être un peu brutal, obligataire ou valeur de croissance côté US, qui, à un moment donné, générait un peu de volatilité sur la partie européenne. Sur l'euro-dollar, alors venant de 1,22 en début d'année, 1,1250, c'est déjà un gros objectif. On peut raisonnablement imaginer que le mouvement est fait, ou est-ce que des excès peuvent nous emmener beaucoup plus bas Pour moi, je veux dire, un investisseur aujourd'hui qui a le choix entre est-ce que je short l'eurodoll ou est-ce que je mets long, je trouve qu'il y a quand même plus de pertinence à mettre long sur les niveaux. En plus, il y a des niveaux techniques, il ne faut pas non plus ignorer, parce que certains algos peuvent réagir un peu là-dessus. Vous avez des sommets de 2000, si je ne me trompe pas, 2008, pour les sommets de 2014. Ça fait tout un gros canal baissier duquel on est sorti, par le haut. On est venu taper à 24. Là, on pullback, en fait, on revient chercher ce niveau, on repasse un peu en dessous. Graphiquement, c'est un très très gros niveau. Et ce sont aussi des niveaux de valorisation. Donc se mettre vendeur short là, à ce niveau-là, vous dites c'est très dangereux. Ça peut, sous forme d'excès, on peut avoir des spikes ou autres, mais je verrais plutôt quand même une base se considérer dans ces zones de prix, sachant quand même que le marché, il price ce différentiel Fed BCE et ce différentiel d'inflation depuis déjà 2 mois. Oui, bien sûr. Il sera pas étonné de voir la Fed, là, ça un peu, mais je pense qu'il oublie un peu que la BCE va quand même devoir ajuster son discours, et c'est un peu ça qui me semble être un peu sous-pricé actuellement dans la période euro-dollar. Sur les déterminants de l'euro-dollar en ce moment, alors je ne sais pas ce qui vous intéresse. Je voudrais juste rajouter deux éléments, parce que j'aime beaucoup le discours de dire effectivement on sera en mode buy on the dip, et si on voit 10% de de-rating, on sera dedans, ça c'est relativement évident. C'est d'autant plus le cas en fait que quand on regarde les PI des stocks aujourd'hui, la cherté du marché, la valorisation des actions. Exactement, on se rend compte qu'en fait les résultats des entreprises ont tellement délivré qu'on devrait redevenir en décembre, janvier à peu près à la moyenne de long terme. C'est-à-dire que les stocks aujourd'hui vont devenir, en tout cas, il suffit qu'on ait une croissance des résultats d'autour de 10%, 10-12% à peu près monde, pour qu'on ait des stocks qui soient en ligne en termes de valorisation avec les valeurs de long terme. À certains égards, on est moins cher qu'il y a 6-9 mois, le marché est moins cher qu'il y a 6-9 mois. Oui. Mais pas parce que les prix ne progressent pas, parce que les prix baissent, c'est parce que les résultats sont en train de s'envoler et matérialisent la croissance qu'on a tous acheté, qu'on a tous appelé, en tout cas de nos voeux, à la fois les gouvernements, nous les investisseurs et puis les banques centrales. Ça, c'est un élément qui est très clair. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'argument de la vulnérabilité du marché action, parce que les valos, aujourd'hui, elles ne sont pas folles, quoi qu'en disent certains. Et on voit passer plein de charts comme ça, avec des espèces d'évolutions exponentielles. Ça, effectivement, quand on fait l'analyse, quand on regarde les chiffres, quand on fait les maths, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les stocks, ils vont devenir pas cheap, mais en tout cas fair valued. Ça, c'est un élément qui est hyper important. Et juste pour revenir brièvement sur le Covid, vraiment en 2 mots, c'est juste que pour la BCE, ça va être un peu embêtant, mais comme pour la Fed, si on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire que on s'attendait à ce qu'il y ait un déport de la consommation des biens vers les services. Maintenant. Et c'est un peu mauvais timing, comme vous disiez, Alexandre. Et voilà, on va arriver à cette période de Noël, on va arriver avec cette masse d'argent à dépenser dans l'économie, qui devrait arriver dans les services, qui devrait prolonger l'expansion de l'activité économique, et on risque de rogner là-dessus. Ça, pour l'instant, c'est que le monde germanophone. Enfin, nous, on est un certain nageur suisse. Oui, parce que derrière l'Autriche, c'est l'Allemagne. On l'a pas dit, mais voilà, on sent que c'est quand même assez fébrile en Allemagne. Exactement. Du point de vue des politiques. Exactement. Et ils ont le même, c'est ce que vous disiez, on a le même problème en termes de vaccination. Bon. Et sur l'eurodoll ? Et sur l'eurodoll, long terme, je pense que c'est différent. Moi, je suis plutôt très favorable à l'euro sur le très long terme. Maintenant, aujourd'hui, on est assez loin de la parité d'équilibre là. Là, on est très très loin. Mais le dollar en général, quand ça se passe pas bien, si on a un petit choc Covid, c'est plutôt une valeur refuge. Ce serait plutôt défensif. Il reste encore un peu de carré dessus. Et la Banque centrale, dans le pire des cas, est en train de tâtonner sa politique monétaire, faisant remonter les taux, et ça vous rémunère. C'est hyper attractif, quoi. Donc, c'est difficile à ce stade-là, pour moi en tout cas, d'être short dollar dans ce moment-là, en étant long equity à côté. D'accord. Bon. Sur l'euro-dollar, je sais pas, non plutôt structurellement long euro, parce que globalement, si on regarde un peu les fondamentaux qu'on regarde pour 2022, on sait pertinemment que la
en principe, si on se trompe pas trop dans nos prévisions, on devrait avoir une croissance qui devrait être aussi, en principe supérieure en zone euro par rapport aux États-Unis. Donc notre rattrapage par rapport à la crise, à la dépression de 2020, il va s'effectuer en 2 temps, donc beaucoup moins fort, beaucoup moins soutenu que l'économie américaine en 2021, et donc du coup ça va se prolonger dans le temps. Donc normalement, si croissance il y a, elle devrait se situer en zone euro, et bien évidemment ça profitera là aussi aux valeurs de croissance européennes. Et là je rejoins effectivement l'idée qu'il faut rester effectivement sur le marché européen côté action, et donc in fine aussi du côté de l'eurodoll. Florian, il y a alors, un thème qu'on n'a pas abordé spécifiquement, c'est celui des matières premières et du pétrole notamment en particulier. Alors c'est vrai que les matières premières envoient des signaux un peu plus mitigés depuis quelques jours, quelques semaines. Là, pour le coup, on a l'impression d'avoir une pause en la matière. Sur le pétrole, alors est-ce que vous avez une vue forte ? Est-ce que c'est une pause dans un grand rallye séculaire de matières premières et du pétrole pourquoi pas ? Ou est-ce qu'il y a possiblement un renversement, un retournement peut-être de positionnement, de tendance, de psychologie sur le pétrole en tant que tel, avec des États, on a vu l'appel des États-Unis à aller peut-être puiser demain dans les stocks stratégiques pour faire face à la hausse des cours. Pour nous, c'est un point qui est vraiment très important et qui est en lien avec ce qu'on a dit sur la croissance. Nous, on voit le pétrole comme un espèce de no-caster de croissance, c'est un indicateur de croissance live. Après, un indicateur de croissance politique, un indicateur de croissance manipulé, on peut lui mettre pas mal d'épithètes. Mais l'idée, c'est que... qui a cette réputation aussi, oui, Dr Copper, oui. voilà, qui est un peu dans l'idée que c'est le baromètre en temps réel de l'activité économique mondiale. Exactement. Il n'y a pas de récession où il n'y ait pas de baisse du pétrole. C'est juste, voilà. Maintenant, toutes les baisses du pétrole ne sont pas liées à une récession. Aujourd'hui, on a plusieurs séances de baisse du pétrole, c'est quand même assez spectaculaire. C'est pas encore énorme, il a une volatilité qui dépasse très largement ce qu'on voit sur les stocks. C'est une évidence. Mais ça, c'est pour nous le point noir au tableau. On regarde ça avec beaucoup d'attention. Effectivement, initialement, c'était lié à l'annonce que notamment les États-Unis, peut-être la Chine, ouvriraient leurs réserves stratégiques pour apporter de la liquidité dans le marché, parce que les producteurs continuent de tenir le marché, parce qu'ils ont des break-even, ils ont des points morts qui sont assez élevés, notamment pour les Émirats, et qui donc tentent de manipuler un petit peu le marché. Bon, soit. Maintenant, aujourd'hui, on a des indices de surprise économique qui ne sont pas au top. On a, quand on regarde le calendrier économique Bloomberg, on a fait ce petit calcul-là de notre côté, vous avez plus de 50% des données qui décélèrent. C'est un fait. Chine, Europe, États-Unis, n'importe laquelle de ces 3 zones-là. Voir en plus le pétrole qui recule un petit peu, c'est un warning sign, c'est un message qu'il faut savoir regarder. Après, j'imagine que mes caméras... Non, mais c'est intéressant, parce que moi je me disais, tiens, c'est peut-être plutôt positif croissance, parce qu'on partait 80, 85, on se disait à $100, on commençait à avoir des calls à $100 sur le pétrole. Ça n'est jamais une bonne nouvelle. Une baisse du prix du pétrole n'est jamais une bonne nouvelle économique. Oui, mais enfin, le pétrole à $150, c'est pas non plus facile. Là, je repérais un peu le propos de Florian, c'est une question de niveau. Donc, une baisse du prix du pétrole, quand on arrive de 100 et qu'on reflue vers 80, le break-even fiscal, les Saoudiens sont très contents parce qu'ils arrivent effectivement à engranger et à engranger à remplir leur caisse, entre guillemets. Et globalement, l'ensemble des pays producteurs est assez content. Et puis 80, ça reste encore supportable pour le monde, entre guillemets, consommateur d'énergie. Alors après, encore une fois, c'est vrai que les indicateurs de surprise, reflux, on a atteint effectivement le pic d'activité partout dans le monde. Il a été atteint quelque part aux États-Unis au printemps dernier, on le sait. En Europe, là, ça y est, c'est dépassé. On y est, ouais. Donc là, on commence à refluer, mais on part de points très très hauts. Donc encore une fois, notamment en Europe. Donc on revient sur des niveaux qui sont plus conformes, avec une croissance qui ralentit certes, mais qui reste au niveau élevé. Donc moi, je suis moins inquiet effectivement que mon camarade, mais c'est vrai que globalement, si on a un prix du pétrole qui reflue fortement... si on se retrouve en négatif, oui, comme on l'a vécu en 2020, dans la situation, passé quelque chose. Dans la situation de 2015, où on a eu brutalement un prix du baril qui s'était effondré à 25, c'est jamais bon. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toujours la vitesse des mouvements qui pose un problème. Et là, si on a un mouvement brutal sur le prix du pétrole, ça va de nouveau, dans un contexte par ailleurs un peu indécis, rajouter une couche de volatilité. Est-ce que c'est un mouvement qui est dans les cartes d'un point de vue technique éventuellement, C'est vrai que le mouvement de 83-75, c'est 95% lié aux propos de Biden, qui a mis notre pays à taper dans les stocks stratégiques. Après, il faut voir si ça ne se convertit pas effectivement un peu de risk-off. C'est-à-dire si on voit que la vol, on voit le côté US, le VIX qui monte un petit peu en même temps que le S&P, est-ce que c'est un préambule
un peu de prise de gain. C'est vrai que le timing fin d'année, c'est plutôt l'inverse. En général, là, vu que l'année était très très bonne, est-ce que certains vont pas commencer à faire un peu les vannes? Du coup, est-ce que ce serait pas cohérent avec un petit risk-off sur les marchés comme peu de vol fin d'année où on prend les gains? Donc peut-être, mais après, c'est vrai que le scénario, moi je pencherais plutôt pour le scénario comme d'une hausse des matières premières qui s'installe, pas que ce soit verticale comme ce qu'on a vu là ces derniers mois, mais de la voir. Donc là, une pause dans un rallye, oui, vous dites. regardez le cuivre par exemple qui est très sensible à la Chine, il a fait un rallye absolument colossal en l'espace de quelques trimestres, et là il se cale en zone haute pour consolider, mais il ne rend pas tous ses gains malgré les stats chinoises là qui sont en train de bottomer un peu, mais qui ont été quand même assez dégradées ces 2-3 derniers trimestres. Le cuivre a quand même bien tenu, donc c'est quand même un signal qu'on s'installe sur des prix plus chers, et je pense qu'on va les tenir, ces prix, dans les trimestres à venir. Donc c'est l'épisode de faible cherté des matières premières qu'on a connu pendant des années, je pense qu'il est quand même largement derrière nous. Florian, pour conclure, alors l'inflation étant devenue un sujet politique, éminemment politique aux États-Unis, elle est tapée dans les stocks stratégiques. Est-ce que c'est une bonne ou une fausse bonne réponse politique au problème de l'inflation? Ça me fait penser un peu au quantitative easing appliqué au taux long. La différence, évidemment, c'est qu'on n'a pas un stock illimité de réserve. Donc c'est un petit peu un one-off. C'est que ça répond à un problème aussi, c'est que la production en fait, de pétrole américaine a quand même, on a perdu 2 millions de barils jour par rapport effectivement à la situation qui prévalait avant le Covid. C'est jamais revenu. Donc sans doute, effectivement, les producteurs de pétrole de schiste, eux, quand on commence effectivement à avoir certains effets peut-être du verdissement de l'économie, etc., ce genre de choses, on ne va pas aller faire la promotion de la fracturation hydraulique dans le contexte actuel. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour une quarantaine de minutes et pour décrypter les enjeux de la planète marché aujourd'hui. Mabrouk Chetouane était avec nous, le responsable de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Florian Yelpo, responsable macro et gestion multi-assets chez Lombardier. Et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier et de l'inflation. Bien sûr, il faut avoir en tête le risque inflationniste et en termes de gestion du risque, s'intéresser au comportement des différentes classes d'actifs face à l'idée de l'inflation. Jean-Marc Peter est avec nous en plateau pour évoquer ce sujet, directeur général de Sofidy. Bonsoir Jean-Marc. Merci beaucoup d'être là, spécialiste Sofidy de l'immobilier au sens large et des SCPI en Europe. Notamment, effectivement, très bon sujet. Comment se comporte la classe d'actifs immobiliers dans un régime d'inflation, alors qu'on n'a plus connu depuis 10 ans, 20 ans, peut-être parce que les dernières décennies sont quand même largement désinflationnistes dans nos économies développées. Mais s'il faut imaginer un scénario différent pour les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut dire du comportement de l'immobilier comme classe d'actifs ? Alors, pour anticiper, je dirais qu'il y a deux scénarios possibles, mais avant, la première question qu'il faut se poser et que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est conjoncturel ou structurel, hein ? Alors nous, on a plutôt tendance à pencher vers le conjoncturel, parce que c'est vrai que quand on manque de microprocesseurs, quand on manque de boîtes charpentes, les entreprises reconstituent leur stock. Une fois qu'elles ont reconstitué leur stock, il n'y a pas de raison que les prix continuent d'augmenter. Donc, c'est plutôt conjoncturel. Et puis alors, il y a eu la transmission aussi au salaire, mais on est toujours aujourd'hui dans une économie mondialisée, et donc cette hypothèse est quand même pas aussi sûre que cela. Donc on est plutôt dans une logique plutôt conjoncturelle. Team transitoire, on dit. Voilà, transitoire. Bon, alors on verra il faut être très prudent. Oui, tout ça, évidemment, parce qu'il y a aussi une dimension psychologique aussi, en plus là-dedans qu'il ne faut pas négliger. Alors, derrière l'inflation, il y a aussi le sujet des taux d'intérêt. Souvent, quand il y a de l'inflation, il y a les taux d'intérêt qui montent. Et c'est vrai que l'immobilier procure déjà une première protection, qui est que les loyers sont indexés. Et donc, vous avez les commerces, vous avez l'ILC, les bureaux, vous avez l'ILAT, l'indice des activités tertiaires. Et c'est fortement corrélé à l'inflation, puisque c'est une grosse partie, c'est l'ancien indice des coûts de la construction, qui traduit quelque part l'inflation, et aujourd'hui plus que jamais. C'est aussi le coût de la consommation, l'évolution des prix de consommation. Donc derrière, il y a beaucoup d'inflation. Donc la première protection, je dirais, de l'immobilier, c'est que les loyers sont indexés et évoluent quasiment à la même vitesse
baisse que l'inflation. Quel que soit le type d'immobilier qu'on détient, vous avez cité différents indices d'indexation justement, que ce soit dans le commercial, le logement, etc. On retrouve c'est quand à même peu la près même... les mêmes. C'est D'accord. essentiellement le coût de la construction. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est ce qui monte le plus. Et il y a, je dirais, 25% de l'indice qui dépend de la spécificité de l'actif. Par exemple, s'agissant des bureaux, c'est le PIB. S'agissant des commerces, c'est le chiffre d'affaires du commerce. D'accord. Donc, il y a quand même cette protection qui est pas mal. Alors, je disais que l'inflation, c'est aussi les taux d'intérêt. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'immobilier procure une protection en termes de valeur ? Est-ce que quand il y a de l'inflation, l'immobilier baisse ? Et en fait, le premier cas de figure que je voulais aborder, c'est s'il y a une progression lente des taux d'intérêt. On voit que les banques centrales sont quand même relativement réticentes, mais sans doute vont-elles le faire, à progressivement augmenter les taux d'intérêt. Et sans vouloir trop rentrer dans les maths, la valeur d'un actif immobilier, finalement, c'est son loyer divisé par un taux. Donc en fait, c'est la capitalisation à l'infini des loyers futurs par le taux que rapporte l'immobilier. Donc c'est une fraction où au-dessus, vous avez le loyer et en dessous, vous avez un taux d'intérêt. Et si les loyers augmentent en même temps que l'inflation et que en dessous, sous la barre de fraction, les taux augmentent du fait de l'ajustement des taux, finalement, on voit que mathématiquement, la valeur reste à peu près la même si les deux évoluent à la même vitesse. C'est assez neutre. C'est assez neutre. Alors, le deuxième cas de figure est beaucoup moins rigolo. Là, pour le coup, c'est s'il y a une brusque poussée des taux d'intérêt, ce que personne ne souhaite, et ce qu'on a pu d'ailleurs constater des visus, notamment récemment en 2008. Et là, c'est pas l'inflation. Souvent, c'est un signe noir, c'est la faillite d'une banque américaine, Lehman, les subprimes, etc. Et dans ce cas-là, on voit bien que si on prend notre fraction, les taux d'intérêt en dessous de la barre augmentent beaucoup plus vite que les loyers. Et là, il y a un risque de baisse de valeur, comme d'ailleurs dans toutes les autres classes d'actifs, et à commencer par les actifs obligataires. Oui, vous avez une obligation, bien sûr. Si les taux montent ou s'il y a de l'inflation, vous êtes le grand perdant. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, l'immobilier, c'est un actif réel. Et donc, il y a une limite à sa chute de valeur. C'est un peu une valeur refuge au même titre que l'or, puisque quelque part, c'est un actif réel, donc il ne peut pas complètement s'anéantir et détruire de la valeur. Sauf que l'immobilier a un avantage en plus par rapport à l'or, c'est qu'il continue de rapporter des loyers. Donc, je dirais que c'est une valeur refuge plus. Alors bon, l'immobilier, évidemment, est toujours un actif risqué, mais c'est vrai que dans le premier cas de figure, où il y a une progression lente des taux d'intérêt, on est quand même relativement protégé, puisque les loyers augmentent aussi vite que les taux. Et dans le cas de figure extrême que personne ne souhaite, et que j'espère on n'aura pas à connaître, l'immobilier retrouve complètement sa valeur refuge, qui plus est, qui génère du rendement. Ce qui est assez incroyable, parce que ce qui compte pour le marché immobilier, c'est quand même les taux longs d'une manière générale, Jean-Marc. C'est qu'on voit bien la difficulté que les taux longs ont à remonter, y compris aux États-Unis. Je parle du 10 ans, mais on peut regarder le 30 ans également. Je ne sais même pas si on est à 2%, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais 2% sur le 30 ans américain. C'est délirant. Et retraité de l'inflation, on est sur des taux à 30 ans qui sont très négatifs aux États-Unis, alors qu'on parle de la normalisation de la politique monétaire. Même à ce moment-là, on n'arrive pas à imaginer le scénario très adverse d'un espèce de crack obligataire sur les parties longues. Et c'est qu'il y a une nouveauté, c'est qu'aujourd'hui les banques centrales interviennent pas seulement sur les taux courts, mais aussi sur les taux longs, parce que ça fait partie des plus gros acheteurs sur les marchés boursiers et obligataires et dettes d'entreprise. Et donc ils arrivent aussi à piloter les taux longs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on imagine mal ce scénario catastrophe et on est plutôt toujours aujourd'hui, et encore plus du fait de l'inflation, dans des taux longs qui sont presque même franchement négatifs. Et le phénomène d'indexation des loyers, effectivement, là aussi, alors c'était le premier scénario le plus vertueux finalement que vous décriviez, Jean-Marc. C'est un scénario qu'on peut facilement imaginer pour, je ne sais pas, 2022, 2023. L'indexation des loyers, tous les locataires sont capables de la supporter aujourd'hui. Il est déjà effectif, puisque le Procos, par exemple, qui représente les commerçants, s'émeut du fait que l'ILC, donc l'indice des loyers commerciaux, augmente d'ores et déjà de plus de 2%. Et c'est vrai que c'est assez malheureux dans la mesure où on est précisément dans une période de recovery et où on essaie de retrouver des chiffres d'affaires qu'on avait en 2019 et qu'on a évidemment moins eu du fait de la pandémie. Donc là, il y a une conjonction de phénomènes un peu pénibles d'augmentation des loyers qu'on ressent déjà au travers de ces indices qui augmentent déjà de façon significative, et des chiffres d'affaires, des commerçants qui n'ont pas encore reconstitué un chiffre d'affaires normatif qu'ils ont pu le connaître en 2019.
Qu'est-ce qu'on peut dire là en cette fin d'année de l'appétit des clients pour alors les SCPI, les produits immobiliers que vous concevez notamment chez Sofidy. L'appétit est toujours là. Est-ce que la question de l'inflation devient de plus en plus prégnante chez vos clients ou clients prospects aujourd'hui, Jean-Marc? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on a quasiment retrouvé les niveaux d'appétence avant crise et que pendant la crise, il y a eu quand même un appétit assez sensible pour nos produits. On aurait pu imaginer que ça allait être beaucoup moins de souscripteurs, mais il y en a eu quand même pas mal. Je dirais qu'il y en a eu 20% de moins, c'est-à-dire que 80% des souscripteurs étaient là pendant la crise, et là on retrouve les niveaux d'avant 2019, et je ne doute pas que les épargnants, les investisseurs vont, comme ils le font, mais peut-être encore plus aujourd'hui, réserver une part importante de leur épargne vers l'immobilier, précisément parce qu'il y a ces menaces d'inflation qui pointent le bout de leur nez, même si aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un consensus pour dire que c'est peut-être transitoire, en tout cas conjoncturel. On verra. Oui, mais vous dites l'inflation telle qu'on en parle aujourd'hui, telle qu'on la constate, avec le bruit qu'elle fait médiatiquement parlant, vous dites ça va pas freiner l'appétit des Français pour la pierre et la pierre papier, et ça va même peut-être accroître. C'est le contraire. C'est toute votre démonstration. Voilà, c'est ça. Ça va peut-être même accroître l'appétit des Français pour cette. C'est le contraire. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de détenir des produits obligataires quand il y a une inflation, parce que là c'est l'horreur absolue. Surtout si derrière il y a une hausse des taux qui se profile. Non, je pense que les périodes d'inflation sont des périodes propices à l'investissement dans l'immobilier, parce que l'immobilier présente un certain nombre de protections contre l'érosion monétaire. Ça reste un actif réel, avec des loyers qui évoluent quasiment aussi vite que l'inflation. Merci beaucoup pour cette démonstration, Jean-Marc Péter, qui était avec nous en plateau ce soir, directeur général de Sofidy, pour évoquer donc l'immobilier en tant que classe d'actifs face à la résurgence de l'inflation. On la constate aujourd'hui, elle sera peut-être transitoire, en tout cas ça reste le scénario à peu près central aujourd'hui, même s'il est débattu, discuté chaque jour qui passe. Immobilier et inflation, c'était donc le sujet de notre quart d'heure thématique ce soir avec, je le rappelle, Jean-Marc Péter, directeur général de Sofidy. Voilà pour cette émission Smart Bourse ce soir, avec des marchés qui terminent sans tendance, je vous le rappelle, une séance d'hésitation sur les marchés européens notamment, avec un CAC 40 qui termine juste au-delà des 7100 points après la reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Fed, proposé en tout cas par Joe Biden, qui nomme également l'économiste Lael Brainard, membre déjà de la Réserve fédérale américaine, comme vice-présidente de la Fed. Voilà pour l'actualité du jour. Smart Bourse se termine ainsi. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.